Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la médiathèque Louis Aragon de Bagneux, on a le plaisir d'accueillir un auteur balnéolé. Bonjour Alexis Sucrier. Bonjour, je suis ravi d'être présent. Merci pour cette invitation. Ça fait très plaisir d'avoir l'occasion de parler de ce livre. Cette rencontre virtuelle avec nos publics, c'est une rencontre qui se déroule dans le cadre des Nuits de la lecture numérique, organisées sur le territoire Vallée Sud Grand Paris. Vous êtes informaticien de profession et vous habitez à Bagneux depuis 2016. Pouvez-vous nous toucher un mot avant qu'on entre dans le vif du sujet sur votre rapport à la ville ? Bagneux, on a emménagé avec ma compagne en 2016, donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. On habitait à Paris avant et on était arrivé à un point où on avait envie de traverser le périph', on va dire, tout en restant bien sûr dans la région parisienne puisqu'on travaille ici, mais on avait envie de trouver un endroit un petit peu plus agréable à vivre, j'ai envie de dire. Et on a découvert un peu Bagneux comme ça dans le cadre d'un projet immobilier qui s'était créé et c'était le coup de cœur en fait. C'est aussi en 2016 que vous avez perdu votre père. Vous exorcisez cette perte par l'écriture de votre premier roman, L'apparition de l'oubli, qui est publié aux éditions L'Astre Bleu en 2019. Il s'agit d'une autofiction où s'entrelacent plusieurs temporalités. La temporalité du présent, le temps présent implacable de la prise de conscience du décès de votre père, de la disparition, et les temporalités du passé, celles des tranches de vie. Certaines sont furtives comme des flashbacks, beaucoup s'accrochent à des sensations et j'ai trouvé en tant que lectrice, elles sont toutes empreintes de tendresse. Enfin, c'est un roman où c'est vraiment très palpable, l'humour et la tendresse sont mêlés. Le récit rend compte d'une exploration du deuil de ce qui reste de la personne disparue. Et on a ce questionnement qui est très important pour vous, des origines syriennes du père, avec la crainte de devoir affronter l'apparition de l'oubli. Vous allez maintenant nous partager un extrait du roman qui souligne l'importance du salon comme lieu clé, comme lieu consacré du père dans la maison familiale. Je suis dans l'entrée. La porte du salon est ouverte, comme toujours. C'est dans cette pièce, la plus vaste de la maison, que mon père adore passer son temps. Chaque fois que nous commençons à parler un peu longuement avec lui, après un repas animé par exemple, il finit par nous inviter à continuer la discussion dans sa pièce favorite. « Venez dans le salon, restez pas comme ça ici, on sera mieux là-bas. » Cet espace est son lieu de prédilection, pour bavarder, pour faire une sieste, ou même parfois pour grignoter quelques morceaux de feta arrosés d'un filet d'huile d'olive, un plateau sur les genoux devant la télé. Dans ce salon, il parle, il lit, il téléphone, il mange. C'est l'épicentre de son foyer. Alors que je pose ma veste sur la rampe d'escalier, comme surpris par une vague de chaleur, je le revois me parler ici, sur le tapis d'Orient qui a toujours été là. Je m'apprêtais à retourner à Paris après un week-end normand. L'atmosphère doucement amère du départ dominical refaisait surface. Les au revoir habituels et mélancoliques se cachaient derrière les vérifications routinières. Il ne fallait rien oublier avant de partir pour la gare et monter dans le train. Mon père, systématiquement, passait en revue mes bagages. Ton portefeuille, tes clés, et ton ordinateur, et ton téléphone, et t'as ton chargeur ? Je soupirais. Mais oui, papa, j'ai tout, ne t'inquiète pas. Il va me mettre en retard avec toutes ces questions. Il enchaînait alors, toujours avec la même spontanéité, sur son désir de me faire emporter un peu de son potager. « Tu veux du persil ? Il y en a plein le jardin. Prends des tomates aussi. Et pour ce soir, est-ce que tu veux du pain ? Tiens, prends, on en a encore 2 baguettes, on n'en aura pas besoin. » Souvent, après avoir passé avec brio l'examen final de sortie, autorisé par le patriarche à reprendre la route vers mon quotidien parisien, une subtile pointe de mélancolie s'imposait dans l'air. Alors que je l'embrassais et lui disais au revoir, il me tendait 3 ou 4 billets de 20 €. « Tiens, prends un peu d'argent pour ton billet de train. »« Mais papa, je l'ai acheté sur Internet. Et puis tu sais, j'ai pas besoin d'argent, tout va bien. »« Écoute, prends Arthur, prends, ça me fait plaisir.
Tu paieras une bière à un ami avec. Dans la vie, plus tu donnes, plus tu reçois. Mon attention me ramène au fauteuil, celui qu'il occupe habituellement. Il est vide. Le silence domine mon arrivée. Aucune voix puissante dans le couloir. Pas de « oui » ou de « ahlan, ya Arthur » emblématique de sa joie lorsque je franchis la porte de la maison. Aucun bruit, pas même ceux de ses pas déterminés dans le couloir pour venir à ma rencontre, rien que le silence. Je pose mon sac à dos dans l'entrée et prends le couloir à droite pour aller vers la cuisine. Et j'y trouve ma mère, ainsi que mon oncle Rachad et mes deux frères, Yann et Eric. Mon père n'est pas là. C'est ma mère qui parle. Merci. Vous avez choisi l'autofiction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à ce choix-là? Et est-ce que vous aviez envisagé aussi, à un moment donné, la forme autobiographique? Au tout début, j'avais pas forcément l'ambition d'écrire un roman. En fait, au début, j'ai eu besoin, à un moment, c'était peut-être un an après la disparition de mon père, j'ai eu vraiment besoin de recracher sur un texte les dernières 24 heures de mon père. C'est exactement ce à quoi vous avez fait référence quand vous avez parlé du présent implacable. C'est les dernières 24 heures de Raïf, du père d'Arthur. Donc au début, ça n'avait pas vraiment d'ambition d'un récit narratif particulier. C'était une sorte d'exorcisme, d'aller trifouiller dans une sorte de magma que j'arrivais pas à faire sortir. Et j'ai fait ça, j'ai fait cet exercice-là, très souvent la nuit d'ailleurs. Et plus j'ai avancé dans ce travail, je suis arrivé à la fin avec quelque chose qui commençait à s'approcher d'un récit sur ces dernières 24 heures. J'ai pris goût à cet exercice et je me suis dit, donc il y avait, comme on peut s'en douter, beaucoup de noirceur, de douleur dans ce texte-là, et j'avais envie aussi de ramener des images plus poétiques, plus joyeuses, plus complètes de mon père. Et donc j'ai commencé, je me suis dit, tiens, je vais rajouter des souvenirs, je vais entremêler ça de souvenirs. Et puis progressivement, j'en suis arrivé à effectivement écrire quelque chose qu'on pourrait qualifier d'une autobiographie. Mais à ce stade-là, j'avais du coup envie de faire quelque chose qu'on puisse partager, qu'on puisse faire lire à des gens qui ne me connaissent pas forcément. Et là, l'ambition est devenue un peu plus grande et j'avais envie d'ouvrir, alors j'ai pas envie de dévoiler la fin du livre, mais j'avais envie que ça dépasse le cadre d'une autobiographie pure. J'avais envie d'avoir un peu plus de liberté. D'une part, pour me permettre de remodeler certaines scènes pour qu'elles soient un petit peu plus agréables à lire. Et d'autre part aussi pour avoir la liberté de mettre quelque chose qui sort du cadre du témoignage pur et brut. En gros, sans rien dévoiler, pour permettre d'ajouter plus de poésie peut-être dans la narration. Donc du coup, c'est vraiment très nourri d'une autobiographie, mais ça reste quand même une fiction par endroits. Et je trouve que cette forme est assez jolie, elle me plaisait, quoi. Il y a peut-être une valeur thérapeutique dans l'écriture de cette autofiction et ce qui vous a permis une mise à distance de vos rapports avec votre père, de vous-même, et vous a aidé du coup à surmonter le deuil. Alors c'est très particulier. La thérapie, clairement, c'était avant que je me lance dans la rédaction vraiment d'un objet roman. C'était dans cette première phase, là, c'était clairement ça. C'était clairement voilà, fouiller le ressenti interne. Par contre, quand la question a été vraiment « ok, en fait j'ai envie de faire un livre », là finalement on n'est plus dans la thérapie, c'est-à-dire c'est autre chose. Là c'est plutôt l'envie d'explorer, comme vous l'avez justement dit tout à l'heure, d'explorer le deuil, mais bon, ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais d'un point de vue universel, qu'est-ce que le deuil dans la condition humaine en fait? Puisque c'est une expérience que, malheureusement, je ne sais même pas s'il faut dire malheureusement d'ailleurs, ça fait partie de la vie, c'est banal à dire, mais c'est vrai, pour tout un chacun. Et donc, la thérapie, elle était vraiment dans la genèse du travail, mais le roman lui-même, c'était autre chose. Je pense qu'il ne faut pas écrire un roman pour se soigner, je pense que ce serait une mauvaise idée. Ou en tout cas, peut-être que ça peut soigner, mais à la fin, on n'arrive pas forcément à un roman. Voilà, il y a quelque chose d'autre derrière, je pense. Du coup, qu'est-ce qui a motivé le souhait de porter au public cette expérience très personnelle du deuil? Alors, sur cette question, j'aurais d'autres choses à dire. En fait, c'est très complexe. Et
j'ai pas mal repensé à ça après coup, il n'y a pas vraiment une raison rationnelle. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, tiens, il faut que je raconte ça. Voilà. Ça s'est fait de manière très organique, très progressive. Mais par contre, il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est que j'ai vécu la mort de mon père comme une rupture du réel. C'est-à-dire, il y a un avant, un après, et je pense que ça peut faire ça à beaucoup de gens qui perdent un proche dont ils sont très proches. Un peu bête à dire, mais... Et pour moi, il y a vraiment un avant, un après. Et cette journée-là a été une brisure très nette entre deux périodes de ma vie. Et c'était extrêmement douloureux pour moi de revenir dans le réel, de revenir dans le quotidien, de revenir dans le banal, de voir mes collègues au travail et de voir que, en fait, mais la vie, elle continue. Heureusement d'ailleurs. Partout autour de moi, tout était comme avant. Mais pour moi, ça n'était plus le même monde. Et c'était extrêmement douloureux de faire comme si, ok, il est mort, maintenant, ok, je vais au boulot. Et j'avais un besoin, je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais j'avais vraiment un besoin de créer cet objet pour pouvoir avoir une sorte de, je sais pas, un témoignage de... C'était presque viscéral, quoi. J'avais envie que ça s'incarne à l'extérieur de moi. Et puis, il y a un deuxième axe, pareil, on pourrait le qualifier de très prétentieux, mais cette envie de faire perdurer un petit bout de mon père par-delà la tombe, à travers un personnage de roman. Je trouvais cette idée assez élégante et elle me plaisait bien, quoi. Dans vos lectures, il y a un roman qui est très important pour vous. C'est le premier roman de Paul Auster qui s'intitule « L'invention de la solitude » et qui évoque en première partie l'obligation que se donne l'auteur d'écrire sur son père qui est décédé. Je cite un extrait. C'était là, simplement, une certitude, une obligation qui s'était imposée à moi dès l'instant où j'avais appris la nouvelle. Je pensais, mon père est parti. Si je ne fais pas quelque chose, vite, sa vie entière va disparaître avec lui. Est-ce que vous partagez le même sentiment que cet auteur de cette obligation d'écrire avant que... Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette lecture? C'est un très, très bel extrait qui résume parfaitement la chose. Le titre de mon livre essaye d'évoquer cette idée-là, l'apparition de l'oubli. C'est quelque chose qui se manifeste au moment où on prend conscience de la disparition d'un être cher. C'est très particulier, on s'aperçoit, là dans mon cas c'est mon père, donc forcément c'est une présence totale depuis que je suis né de ce personnage-là autour de moi, et pourtant ça y est, il n'est plus là, et on a l'impression que les choses vont s'effriter, l'image va disparaître progressivement, le son va s'en aller aussi, et plus les journées vont passer, plus je vais me coucher, me réveiller, et plus son image va être faible, et c'est terriblement angoissant, le fait de prendre conscience de ça. Et donc Paul Auster, qui est un merveilleux auteur, il le résume très très bien ici, cette idée-là. C'est comme si vous avez une poignée de sable dans la main, et le sable coule, et bientôt il n'y aura plus de grains de sable dans ma main, quoi. Et voilà, c'est une forme de terreur presque. Et écrire, ça, c'est réjouissant. Concernant le processus d'écriture, est-ce que vous avez, dès le début de l'écriture, appliqué une méthode et que vous recommanderiez? Et est-ce que vous avez des outils à conseiller à d'autres personnes? Alors, comme on le disait tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment eu deux phases. La toute première phase, finalement, c'était hyper simple et hyper cadré, parce que mon défi, c'était je raconte 24 heures. Donc là, c'était fouiller dans mes souvenirs et essayer d'aller rechercher tous les détails possibles. Il n'y avait même pas vraiment d'effort littéraire là-dedans. C'était une sorte de rédaction de plan, presque. On pourrait presque voir ça comme le script d'une scène qu'on voudrait tourner dans un film, quoi. Tout ce qui se passe. Et par contre, après, comme je le disais, quand j'ai voulu étoffer tout ça, rajouter des souvenirs, entremêler, vous l'avez noté aussi très bien tout à l'heure, donner cette forme d'aération entre le présent implacable, donc ces dernières 24 heures, et pas mal de flashbacks et de souvenirs qui viennent, là, il y a eu besoin effectivement d'organiser un peu toutes ces idées-là. Donc la manière dont j'ai travaillé, c'est que j'ai créé un plan, essentiellement, c'était pas vraiment un plan détaillé, c'était juste les chapitres. Et finalement, j'étais parti d'une idée assez simple au début. Les chapitres impairs
était une tranche des 24 heures, les chapitres pairs étaient plutôt focalisés sur des souvenirs. Au début, je suis parti sur quelque chose comme ça pour avoir une forme assez symétrique. Donc déjà, ça m'a permis d'avoir une certaine facilité, parce que je savais ce qu'il fallait que j'écrive. Et après, bien sûr, écrire un livre, c'est pas faire une formule mathématique non plus. Parfois, on rechange des choses, ça bouge. Voilà. Mais en gros, la méthode, c'était à peu près celle-là. J'avais une idée aussi du nombre de mots à peu près que j'avais envie d'avoir dans mes chapitres. Mais là encore, il y a des exceptions. Parfois, un chapitre, c'est une page, parce que je trouvais que c'était bienvenu à ce moment-là d'avoir une petite scénette, comme une respiration aussi. Voilà. Après, sur la méthode elle-même, alors, il se trouve que quand je suis rentré dans cette phase avec cette ambition de me dire « Ok, j'ai envie de faire un roman », j'ai beaucoup lu aussi des livres sur l'écriture. En tout cas, j'ai cherché des livres sur l'écriture. Et ça m'a nourri aussi d'idées, et notamment le fait, et ça je l'ai constaté pour moi-même aussi, que c'était quand même plus facile pour moi d'écrire, ça paraît tout bête, mais le matin, voilà, plutôt le soir, des relectures ou des choses comme ça. Après, au niveau des outils, alors là, je pense que ça dépend vraiment de tout le monde. D'ailleurs, si on revient à Paul Auster, j'avais lu une interview de lui qui m'avait assez étonné. Paul Auster, il écrit à la main. Donc, pareil, le matin, il écrit voilà, avec un stylo. Donc, le matin, il va écrire des pages manuscrites. L'après-midi, il va taper ces pages à la machine, et le soir, il va relire les pages tapées à la machine et les corriger au feutre. Donc c'est son rituel. Et il dit que lui, sa création littéraire, elle passe par sa main et son stylo. Bon, moi j'ai essayé, ça ne marche pas comme ça pour moi. Moi je suis habitué au clavier, donc forcément, voilà, je travaille avec des outils. Au tout début, j'ai commencé avec tout simplement un traitement de texte basique. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert d'autres outils. Donc il y a un outil qui est très intéressant à regarder pour les gens qui veulent écrire, qui s'appelle Scrivener, qui permet d'organiser en fait les chapitres de manière un peu plus souple qu'un traitement de texte. Et voilà. Mais après ça, j'ai envie de dire, c'est presque du détail. Finalement, ce qui est important, c'est d'écrire, quoi, avec les outils qu'on aime. Et de s'imposer quand même un rythme. Alors ça, par contre, c'est très important. Je crois que c'est dans toute discipline, c'est vrai, mais peut-être que pour l'écriture, c'est encore plus vrai, c'est la régularité. C'est-à-dire, on va pas écrire, en tout cas un livre comme ça, on ne peut pas l'écrire sur un sprint. En tout cas, moi, je ne peux pas faire ça. Et effectivement, la régularité, ça va amener une sorte de rythme. Et c'est Stephen King qui le dit très bien, d'ailleurs. Il se moque un peu des gens qui disent « j'aimerais bien écrire, mais je n'ai pas d'inspiration ». Et il dit que ça, c'est une erreur de penser ça. Ça sous-entendrait un petit peu le cliché de l'écrivain génial qui tout d'un coup est illuminé par une idée, il prend sa machine et il se met à écrire un roman. C'est pas du tout comme ça, c'est beaucoup plus proche de l'artisanat. Et au contraire, ce que dit Stephen King, c'est que si vous voulez avoir des idées originales qui sortent dans vos livres, il faut être en train d'écrire au moment où l'idée apparaît. C'est plutôt dans l'autre sens, et je pense qu'il a vraiment raison là-dessus, quoi. Le titre, du coup, je crois qu'on ne l'a pas... Si, il est là. Alors, en français, c'est écriture. En anglais, c'est on writing. Et c'est un livre c'est vraiment... Je me demande si ce n'est pas un des meilleurs livres sur l'écriture. Il est divisé en deux parties. La première partie du livre est très intéressante. Stephen King raconte son enfance, raconte comment lui, il a été amené à écrire. Et c'est une forme d'autobiographie qui est très, très intéressante. Et après, il va commencer à donner... Voilà, ses conseils à lui sur l'écriture. Il n'y a pas de formule magique, d'ailleurs c'est une des premières choses qu'il va dire. Il va dire la chose la plus importante pour écrire, c'est d'écrire et de lire. Ça semble bête, mais il n'y a rien de plus important que ça en fait. Mais après, il donne des petits conseils de forme. Par exemple, éviter les adverbes, ça c'est son grand credo. Il compare les adverbes au pissenlit. On voit un adverbe, c'est comme un pissenlit dans le jardin, on trouve ça joli. Et on n'a pas tourné la tête, il y en a partout. Voilà, donc il a des exemples comme ça, il y a des petits trucs croustillants comme ça dans ce livre qui sont sympas. Teniez-vous à un rituel pendant les phases de rédaction ? Alors ça dépendait des moments d'écriture, des scènes que j'étais en train d'écrire. Il y a un cas qui me vient en tête, c'est quand j'écrivais justement sur la Syrie. Donc il y a un passage dans l'apparition de l'oubli où Arthur, donc le narrateur, se souvient de vacances d'été qu'il avait passées à Damas quand il avait une dizaine d'années avec sa famille. Quand j'écrivais ces moments-là, j'avais vraiment besoin de replonger. Alors c'est des vieux souvenirs maintenant, moi bon, du coup ça c'est vrai, j'étais allé en Syrie en 91, c'est la dernière fois que j'étais en Syrie, donc ça va faire très longtemps. Et j'avais besoin de me replonger dans cette atmosphère, c'était un peu difficile parce que les souvenirs sont nébuleux.
Et donc là, ce que je faisais quand j'écrivais, c'est que j'écoutais de la musique levantine, musique arabe, notamment Férouz, qui est une des chanteuses les plus connues, qui est toujours extrêmement écoutée jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, en Syrie et au Liban. Et donc j'écoutais cette musique pendant que j'écrivais, voilà. Et ça me transportait un peu, ça me mettait dans le mood, quoi. Et vous aviez justement à propos de Férouz mentionné une chanson en particulier, alors je ne sais pas si je prononce bien, El Chayef El Bar, qui était importante pour vous. Pourquoi ce choix de cette chanson en particulier Donc le titre c'est presque ça, c'est Chayef Bahar. Et Bahar c'est la mer en fait. Et Chayef c'est le verbe regarder à l'actif. Donc je regarde la mer, ça c'est le titre de cette chanson. Et en fait, comme quasiment toutes les chansons de Férouz, c'est une chanson d'amour, parce que Férouz chante quasiment tout le temps qu'elle est amoureuse et que c'est mélancolique et que voilà, c'est toujours des images comme ça. Mais ce qui me plaît pas mal dans cette chanson, c'est que je trouve qu'il y a une double lecture. Grosso modo, elle commence la chanson, elle dit je regarde la mer et l'immensité de la mer est comme l'amour que j'ai pour toi, je regarde le ciel, son étendue est comme l'amour que j'ai pour toi. Et donc effectivement, c'est plutôt une chanson d'amour, mais il y a, je trouve, une dimension de l'au-delà, il y a une dimension de l'être disparu. Elle est face aux éléments, seule face à l'immensité du monde réel, quoi. La terre, la mer, le ciel. Et tout ce qui va se décliner dans cette chanson, dans les paroles, peuvent à chaque fois être apportés à quelqu'un qui se remémore un disparu. Et ça, je trouve ça assez joli. C'est pour ça que, voilà, qu'elle me plaisait assez cette chanson-là. Et elle est mélancolique aussi. Oui, c'est Férouz. Mais Férouz a quelques chansons qui ne sont pas mélancoliques, qui sont un peu jazzy. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle chantait la musique qui était écrite par son mari, et même après par son fils. Et ça a été extrêmement populaire parce qu'ils ont mélangé les codes de la musique arabe avec des codes de musique moderne de l'époque, donc plutôt années 70. Et il y a certaines chansons de Férouz, on dirait presque du jazz. Il y a des rythmiques de jazz avec un chant levantin. Et c'est ce qui fait aussi sa particularité, je pense. Et du coup, nos usagers pourront retrouver Férouz. Et puis, on va faire une table thématique autour aussi de la musique au Liban, en Syrie. Voilà. Pour finir, et pour revenir sur votre père, j'ai eu le sentiment à la lecture du roman que le père revêtait une figure mystérieuse, un petit peu distante, et qu'il avait fait le choix de ne pas tout transmettre de sa culture à ses fils. Est-ce que vous comprenez mon ressenti? Est-ce que vous avez voulu transmettre ce sentiment? En fait, il nous a énormément transmis la culture arabe et syrienne, c'est évident. Mais effectivement, sur certains piliers de la transmission, ils n'étaient pas là. Par exemple, la langue. La langue, nous, même quand on était gamin, je me souviens, on lui disait « Papa, tu peux m'apprendre l'arabe », etc. On avait envie, on était demandeurs. Et en fait, je pense que c'était une forme de fainéantise, ça embêtait. Et voilà, il nous apprenait pas la langue. Par contre, il parlait arabe très souvent dans la maison. Parfois, il nous parlait en arabe quand il s'énervait. Donc ça, c'est des petites bribes qui peuvent ressortir dans le livre. Donc on a toujours entendu la musicalité de cette langue. Bien sûr, on connaissait quand même des mots et des choses. Mais par contre, il nous a vraiment transmis une vision orientale des choses. Ça, c'est certain. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte en grandissant, en voyant comment mes copains à l'école voyaient les choses, ou les relations que j'avais, ou même quand eux me renvoyaient le regard qu'ils avaient sur moi. Et je me rendais compte qu'en fait, c'était particulier, la façon de voir les choses, ou la façon de... j'ai presque envie... Il y a une scène qui parle de ça, le sens de l'accueil arabe, un peu oriental. Quand on a quelqu'un qui rentre dans le salon, justement, c'est important. Ce genre de petites choses. Donc cette transmission, elle est tout à fait réelle. Et par contre, il y avait aussi, il faut le dire, et d'ailleurs c'est pareil, je pense que c'est évoqué vers la fin du livre, il y avait aussi pour lui une énorme question, je pense, qui était celle de l'intégration en France. Et je pense qu'il était tiraillé. Là, je spécule, parce que j'en ai jamais parlé avec lui, puisque ça m'était même pas venu à l'idée de lui en parler de son vivant. Mais ce qui est certain, c'est que pour lui, la chose vraiment essentielle, voilà, il fallait
qu'on s'intègre, enfin lui il est venu, il avait 20 ans, il parlait pas bien français quand il est arrivé, il s'est marié avec une Française, et je pense que c'était primordial pour lui, ça, qu'on s'intègre bien. Mais en même temps, il devait se poser des questions, parce que je me souviens d'un souvenir que je raconte, où il me demande un jour à table, Alexis, bon là je dis Alexis, mais dans le livre c'est Arthur, mais là pour le coup c'est pareil, tu te sens plus français ou syrien ? Et j'ai été complètement estomaqué par la question, ce qui montre aussi que moi, dans ma tête d'enfant, cette question ne se posait même pas. Mais je suis content d'avoir ce souvenir avec moi, parce que ça montre quand même que c'était quand même important pour lui que, voilà, que cette origine reste là, qu'elle cohabite en fait, qu'elle se fusionne avec l'autre identité qui bien sûr est très présente, puisqu'on est né en France, on est français. Donc c'est quelque chose de très complexe, en fait, je pense, cette transmission. Il y a un extrait aussi dans votre roman où la politique est évoquée, et là, il a l'air de filtrer, de pas du tout vouloir s'engager dans de montrer qu'il prend parti alors qu'il est entouré de gens. Voilà, il n'y a aucun problème. Alors cette scène-là, il y a effectivement la politique, mais je pense que le problème majeur pour lui à ce moment, c'est qu'il y a une sorte de confrontation entre sa mère et sa femme, qui incarne finalement, sa mère, donc syrienne, incarne une vision syrienne des choses, et sa femme, française, incarne une vision française et républicaine des choses. Et il y a une discussion entre ces deux femmes autour de la table, une confrontation, et effectivement, alors est-ce que c'est pareil, c'est des questions aussi que j'aime bien me poser, est-ce que c'est moi qui dans mes souvenirs filtre? Peut-être qu'il a répondu quelque chose, je devais avoir une dizaine d'années. Ou est-ce qu'effectivement, vraiment, il n'a pas pris parti, il n'a rien dit? Bon. Mais oui, c'est des chocs des cultures aussi, ces moments-là, qui sont assez intéressants. Merci infiniment, Alexis Sucrier, d'être venu aujourd'hui, d'avoir apporté tous ces éléments à cette discussion qui était vraiment très riche. Merci à vous, encore merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à venir à la médiathèque Louis Aragon, nous retrouver, retrouver les documents que nous avons cités et emprunter le roman d'Alexis Sucrier. À très bientôt.